Bonjour, bonjour. Alors voilà, je vous ai promis un petit peu en retard. Je te fais des petites choses sur les vaccins. Donc il y a pas mal de choses en fait à dire. Je suis obligé de faire un choix. Je vous renverrai sur mes références. Et donc vous pourrez avoir plus de compléments ou plus de sujets abordés. Voilà. Je vous présente une petite cristallinette qui est là. Elle va jamais bien loin de moi, petite cristalline, elle se promène. Ça c'était la part, regardez comme elle est belle ma fifi. Ça c'est une petite princesse minette. Petit gabarit. Quand on pense que c'est 3 enfants, on en a gardé 2, elle en a eu 4 au total. Il y en a un qui est mort-né et puis il n'y a pas dit qui a été adopté. Ils sont 2 fois plus gros qu'elle au bout d'un moment. On a bien fait quand même de la stériliser parce qu'elle avait eu du mal à les avoir tellement ils étaient grands. Hein. Il a fallu toute la nuit. Ceci étant dit, je reviens à mes vaccins. Voilà. Euh, euh, je reviens à mes vaccins. Et on va commencer par l'histoire des vaccins. Je vous ai déjà parlé de Louis XVI et Marie-Antoinette qui avait été vaccinée contre la petite vérole, la variole à l'époque. Suite à la mort de Louis XV pour Louis XVI. Et puis je vais vous en dire un petit peu plus. Voilà, à tout de suite, je tourne l'écran et je comprends pas pourquoi il le fait pas. Il veut pas. Voilà. Ok, à tout de suite. Alors, je reprends. L'histoire, oui, je suis dehors, donc j'ai pas toute l'installation. Je suis pas contre les choses, c'est pas grave. Donc au niveau de la vaccination, dans ce qu'on sait, parce que on découvre en fait de nouvelles choses. Hein. On sait par exemple que les Romains savaient parfaitement réduire une fracture, faisaient des opérations importantes de trépanation. Je crois que les Grecs avaient commencé, les Égyptiens aussi avaient des très bons chirurgiens. Donc on découvre un petit peu tout, beaucoup de choses en ce moment. Donc voilà, on va parler de notre civilisation. On se situe à partir du XVIIe et surtout XVIIIe siècle. La variole, ce qu'on appelle la petite vérole à l'époque, fait énormément de morts, de décès. Il faut savoir que rien qu'au 19e, je crois que la variole a fait plus de 300 millions de morts. Hein, vous voyez, en référence, la grippe espagnole, il y a un siècle, a fait entre 50 et 100 millions sur la planète. Et en un siècle, la population, à mon avis, avait doublé. Donc c'est vraiment énorme. Et elle s'attaque principalement aux enfants, et il faut donc absolument faire quelque chose. Ce qui fait que ce qui va se passer, c'est que on va essayer de développer tout un tas de choses pour protéger. Alors bien sûr, déjà on met en quarantaine les gens, etc. Je pense à Orléans par exemple, où il y a une île qui s'appelle... j'ai oublié le nom, où il y a le vieux pont, le vieux pont passe au milieu. Et c'était une île où il y avait un hôpital, où il y avait une mise en quarantaine notamment. Donc maintenant elle est submergée, mais à l'époque il y a encore les fondations sur les piliers. Et pas très loin de l'ancien pont où Jeanne d'Arc a délivré Orléans, qu'elle a pris. Et on mettait en quarantaine les gens, là, au milieu de la Loire. Donc évidemment c'était construit en hauteur, on savait très bien construire sur pilotis, hein. N'oubliez pas que Venise, les palais et tout, parmi les principales choses classées, ça date du Moyen-Âge, hein, ça a plus de 1000 ans. Donc on savait très bien faire ça. Alors on essaye de développer autre chose et on va remarquer que il y a des formes plus ou moins graves de variole, de petite vérole, et que on a l'idée au 18e de s'inoculer avec du pu de gens qui ont la variole, mais en forme pas grave. Et on s'aperçoit que ça marche. Donc on va développer ce système, ce qui fait que par exemple Marie-Thérèse d'Autriche est la maman de Marie-Antoinette, qui va avoir 15 enfants, hein, l'impératrice. Je vous rappelle que son mari est empereur, mais empereur de germanique, c'est-à-dire de toutes les royautés et tout. C'est un peu un empereur de titre, comme les présidents de la 4e République. Marie-Thérèse est vraiment impératrice d'Autriche-Hongrie. C'est elle qui dirige et tout. Elle va avoir 15 enfants et elle les fera pour la plupart, tous, je crois, quasiment, vaccinés par cette méthode-là. C'est-à-dire, on est exposé à du pu de gens qui ont la variole, qui ont la petite vérole,
à une forme pas trop grave, ou c'est-à-dire des gens qui ont résisté en fait, qui ont eu le temps de développer un vaccin naturel. Marie-Antonia, elle, donc la petite dernière, sera exposée comme ça et vaccinée en 1768, elle a une douzaine d'années. Pour Louis XVI, ça va être fait juste après la mort de Louis XV, dès juin 1774. Louis XVI, la décision est prise de vacciner Louis XVI et ses deux frères, qui deviendront les futurs Louis XVIII et Charles X, et une de ses belles-sœurs, puisqu'il y a un de ses frères qui n'est pas encore marié, je crois. Par cette méthode-là. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est là qu'on crée vraiment, si vous voulez, sur le plan national. Oui, Cristalline, qu'on crée vraiment à ce moment-là, si vous voulez, les petits messages médicaux pour le chef d'État. Et donc, il y aura pendant 4 jours, en juin 1774, des infos qui paraîtront sur l'état de santé du roi, de ses deux frères et de sa belle-sœur par rapport à la vaccination. Il se trouve que ça marche. C'est quelque chose qu'on pratique bien, même s'il y a des fois, ça déclenche la maladie et ça ne se passe pas comme prévu. Donc, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Donc, du coup, Louis XVI, lui, si Louis XV est mort de la petite vérole de la variole, Louis XVI, lui, ne l'aura pas puisqu'il a été vacciné. Alors, pour la petite histoire, Louis XV, vous savez que les rois en France appartiennent au peuple. Donc, ils naissent, vivent, meurent en public. Je vous ai déjà raconté que à la naissance du fils aîné de Louis XVI et Marie-Antoinette, ils ont eu 2 garçons, 2 filles. Le premier dauphin meurt à Meudon, dans le vestibule de marbre du vieux château. D'ailleurs, pendant la Révolution, et les députés, ça j'apprécie pas trop, viennent faire signer un truc au roi qui dit, écoutez, pas maintenant, je viens de perdre mon fils il y a quelques heures, et il le critique pour ça, parce qu'il veut pas... Je trouve que c'est un petit peu... Enfin bon, voilà, c'est toujours la même... Ceci étant un détail. Louis XV attrape la variole et meurt. Comme il meurt en public, on ne défile pas devant son lit, mais il est mis, pour éviter la contagion, il est mis sur un lit pliant. Et on passe dans le couloir. Et on le regarde à travers la porte sur un lit pliant, vous voyez, pour que les gens puissent le voir mourir. Il ne meurt même pas dans son lit. Il demandera pardon, il aurait aimé s'excuser lui-même, il le dit, de sa vie qui a été un véritable scandale, comme il dit. Il meurt, pardon, excusez-moi, il meurt vraiment très, avec beaucoup de sincérité, en ayant pris conscience de ce qu'il a fait. C'est assez... sur le plan humain, c'est assez remarquable. Voilà pour Louis XV. Louis XVI vacciné. Alors, je ne sais pas pour ses enfants, mais je vais renseigner. Donc, vous voyez, cette méthode, on prend du pus, on s'inocule au pus de quelqu'un qui a la variole, mais en forme pas grave. En 1796, il y a un médecin anglais qui va, moi je le prononce à la française, Genet, ça doit être Giner, donc Genet, le docteur Genet, qui remarque que les agriculteurs, parce que ça décime les enfants partout, alors dans les campagnes, puisque plus de 80% de la population est dans les campagnes actuellement, à cette époque-là. Et donc c'est vrai que ça perturbe énormément les États qui veulent trouver un moyen d'éviter cette hécatombe d'enfants. Ce qui fait que le docteur Genet remarque que les agriculteurs qui ont attrapé la vaccine, qui est une zoonose, puisque c'est l'équivalent un peu de la variole chez les vaches, mais qui n'a qu'une forme bénigne chez les humains. Donc c'est une zoonose, puisque là on passe d'une maladie d'un animal à l'humain. Voilà, vous voyez que ça ne date pas de maintenant. Ce qu'on appelle une zoonose, ou une maladie zoonotique. Donc il remarque que les agriculteurs qui ont attrapé la vaccine, ils n'attrapent pas la variole. Donc il décide, il fait un essai, avec l'accord des gens d'ailleurs, il inocule la vaccine par la méthode du pu, toujours, à des enfants, etc. Et avec l'accord des parents, des adultes, il s'aperçoit qu'ils n'ont pas la variole. Donc c'est une façon beaucoup moins dangereuse que d'inoculer du pu de variole, de petite vérole, aux humains. Là, on inocule la vaccine, qui est très efficace, mais qui n'a que des formes bénignes chez les humains, qui est donc l'équivalent de la variole chez la vache, chez les bovins. Donc ça, on est en 1796. En 1853, le Royaume-Uni rend obligatoire le vaccin pour les enfants, d'où le mot vaccin, qui vient de la maladie, l'équivalent de la variole, la vaccine.
pour les enfants en 1853. Il y a des gens à l'époque qui trouvent, même l'Église trouve c'est scandaleux, c'est chez les animaux, machin tout. Donc, parce qu'on prend souvent du pus de vache également, qui dépeuple la vaccine. Donc en 1898, il y a un texte qui est voté permettant à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de ne pas se faire vacciner, qui est renforcé en 1907. La France, elle, rend obligatoire contre la variole en 1902, le vaccin. Donc mes propres grands-parents ont été vaccinés. Voilà. Ça, c'est une chose. Arrive Pasteur. Donc vous allez voir que c'est toujours le même système. Pasteur en 1885, le jeune Mester, donc qui a été mordu par un chien apparemment enragé. Donc par le même principe, il lui inocule un vaccin, une sorte de vaccin de la rage, qui est issu d'une personne qui l'a, ou d'un animal, je ne sais plus, qui l'a développé faiblement. Donc il travaille là-dessus. Ça marche. Donc là, on va développer le vaccin contre la rage. Vous savez qu'à l'heure actuelle, entre le sérum et le vaccin, c'est la seule chose qu'on a contre la rage. On ne s'est pas soigné contre la rage, si mes souvenirs sont exacts. Donc on a du sérum, on vous injecte du sérum. Et sinon, il faut se faire vacciner. Par exemple, en France, on est avantagé par rapport à l'Europe et beaucoup de pays du monde. Pourquoi le vaccin contre la rage n'est pas obligatoire contre vos animaux de compagnie? Parce que ça fait peut-être bien pas loin de 20 ans qu'on n'a pas eu de cas de rage intramuros, c'est-à-dire intra-France. Tous les cas de rage qu'on a eu chez des animaux, chez chiens, ce sont des animaux qui sont venus essentiellement des pays de l'Est. On est le pays le plus à l'Ouest, mais des pays plus à l'Est. Voilà. Où le vaccin contre la rage est obligatoire. Et je trouve qu'en France, il n'y a pas eu de cas depuis 15-20 ans. Donc, du coup, voire plus, ce qui fait que le vaccin contre la rage pour nos animaux de compagnie n'est pas obligatoire. Il est au Canada, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Après arrivent d'autres vaccins. Donc les années 20 vont développer beaucoup de choses. On a eu Pasteur. En 1921, on va avoir contre le BCG. Donc c'est un vaccin qui est développé toujours à partir de virus affaiblis dans un premier temps. Qui est développé par deux Français. Calmette et puis un autre. En 1923, je crois, c'est contre le tétanos. En 1926, c'est contre la diphtérie et la coqueluche. Voilà. Dans les années 20 également, on va découvrir la notion d'adjuvant, donc les sels d'ammonium qu'on met dans les vaccins, qui facilitent l'accès du vaccin dans les cellules, donc la réaction immunitaire pour développer des anticorps contre les maladies. C'est développé dans le même temps. Ensuite, on va avoir la première vaccination contre la grippe. Alors ça, je crois que c'est Baker, c'est un biochimiste ou un biologiste états-unien qui vaccine les soldats américains qui vont venir débarquer. Donc en 44-45, le gouvernement des États-Unis fait vacciner tous les soldats qui vont venir contre le vaccin de la grippe. Il y a le souvenir, si vous voulez, de la grippe espagnole qui n'est pas si loin que ça, qui a moins de 20 ans. En 44, ça a 16 ans seulement, donc à peine une quinzaine, qu'est-ce que je raconte? Oui, 15-16 ans, c'est ça. Donc c'est très récent. Donc ça, c'est en 44-45, premier vaccin contre la grippe. Puis ensuite, il y aura les autres vaccins, avec la loi en 2018, où on passe de 3, je crois, à 11 vaccins en 2018 pour les enfants. Voilà un petit peu l'histoire des vaccins. Donc le principe ancien, c'est on prend quelque chose d'affaibli, une maladie qui ressemble, qui affaiblit, et on vaccine, on expose. Après, ce qu'on va faire, après Pasteur, en fait, c'est qu'on va travailler sur des cellules où on va un petit peu enlever le noyau, là où il y a les gènes, et se contenter de l'enveloppe. Ce qui compte, c'est que les anticorps reconnaissent l'enveloppe. Voilà. Ça, c'est le vaccin classique. Le vaccin ARN, je vous en parlerai après. Puisqu'il apparaît, lui, en 2020. A priori, c'est le premier. Voilà. Il y a eu des choses un petit peu désagréables. Alors, si le dernier cas de variole a été observé le 26 octobre 1977 en Somalie, et officiellement, la variole a été déclarée disparue le 8 mai 1980 par l'OMS. Voilà. Mais vous savez que les virus mutants, ça n'a pas été... D'ailleurs, au début des années 80, on a vu des liens entre l'ancien virus de la variole et le sida, par exemple. Donc, pendant un temps, on a envisagé une mutation. Voilà, c'était parmi des trucs
les possibles origines du VIH. Il y en a eu des tonnes. Voilà, donc ça c'est le cas. En 1998, alors c'est intéressant parce qu'il y a une fausse étude qui est publiée dans le, le célèbre journal médical de Lancet, faisant un lien entre ce qu'on appelle le ROR, c'est-à-dire le vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, et l'autisme. C'est une fausse étude. Ça, je tiens à vous le dire. Elle a été, depuis le Lancet s'est excusé d'ailleurs de ne pas avoir vérifié, etc. Donc c'est une fausse étude, puisque évidemment, quand on a lu ça, beaucoup de scientifiques s'y sont attelés en Europe et tout pour vérifier, parce qu'à ce moment-là, il était hors de question de continuer à vacciner les enfants. Après tout, quand vous avez la rougeole, la rubéole, la varicelle, etc., les oreillons enfants, ça peut faire mal, vous êtes malade, mais c'est comme un anodin, c'est pas comme quand vous avez ces maladies infantiles adultes où là ça peut être mortel. Donc voilà, et il s'est avéré que ça c'est une fausse étude, voilà, qui a été beaucoup de fois contestée par d'autres scientifiques. Je suis persuadé que si je cherchais l'Institut Pasteur a dû faire des choses là-dessus. Donc voilà. Et enfin, donc ce que je vous disais, en 2020, on a les virus à ARN messagers, ARN petit m, qui apparaissent, mais jusqu'ici c'est toujours le même système. Soit on prenait des virus atténués, soit on prenait des virus quelque part où on avait enlevé le noyau ou en grande partie atteint, et ce qui comptait c'est l'enveloppe, que les anticorps reconnaissent l'enveloppe pour les globules blancs, pour fabriquer des anticorps contre le virus. Voilà un petit peu l'histoire. Donc vous voyez que ça commence tôt, hein, que Louis XVI et Marie-Antoinette. Je vous rappelle que Marie-Antoinette est vaccinée en 1768, donc 2 ans avant qu'elle arrive, et que on avait commencé avant, tout le long du XVIIIe siècle, voilà, à vacciner, peut-être même avant. Donc voilà un petit peu l'histoire des vaccins, avec toujours le même système, c'est-à-dire des souches affaiblies ou des maladies pour les animaux, mais que les hommes peuvent attraper, ce qu'on appelle les zoonoses, encore une fois, donc qui n'ont pas de forme virulente, ou après donc développer des souches très très atténuées en laboratoire, mais qui pour l'organisme sont les mêmes que les souches virulentes, et pour pouvoir développer le vaccin. Donc voilà. Et les adjuvants donc, qui apparaissent dans les années 20, qui sont à partir de celles d'ammonium, où on a remis en cause en disant que oui, l'aluminium c'est pas forcément excellent, il peut y avoir des ennuis. Alors peut-être, on le remet en cause également dans le papier d'aluminium, les feuilles d'aluminium pour la cuisine. Voilà. C'est vrai qu'on ne trouve pas d'aluminium dans la nature, on le trouve que sous forme, pas oxydée parce qu'il ne réagit pas à l'oxygène, mais si, à LO3 en fait, sous forme, je ne sais plus comment. Et donc c'est pour ça qu'il faut un traitement électrique pour faire le métal aluminium. Pour la petite histoire, les premiers couverts en aluminium ont été offerts à Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire à Napoléon III, pendant qu'il était empereur. Donc c'était les premiers, et à l'époque ça valait une fortune. Voilà, donc l'aluminium de façon générale consomme beaucoup d'électricité. Voilà, c'était un petit peu l'histoire très rapide des vaccins, les oppositions qu'il y a eu un peu toujours, à juste titre ou non. Après ça dépend aussi des avis personnels. Et puis, donc là, maintenant, je vais vous refaire un deuxième thème sur les vaccins ARN, vous expliquer rapidement ce que c'est, et je vous donnerai les références. Alors, au niveau de ce que je vous ai dit, bah ça c'est connu pour Louis XVI, hein, vous allez taper. Alors on trouve la date de 1778, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, vu que les papiers dont on a conservé au moins d'informations sur l'état de santé du roi sont bien estampillés de juin 1774, c'est le 23-24. Donc je ne sais pas pourquoi on trouve la date de 1778, c'est bien à la mort de Louis XV que Louis XVI est vacciné. Marie-Antoinette, c'est en 1768, c'est avant qu'elle vienne à la cour de France. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi on trouve la date de 1778, mais c'est pas la bonne date. Donc ça, vous le trouvez sur des bouquins d'histoire, l'histoire de Pasteur, etc. Après, vous allez sur le site pasteur.fr, donc vous trouverez toute l'histoire des vaccins, etc. sans aucun problème. Et puis vous avez des revues médicales également qui en parlent. Donc je vous conseille avant tout l'Institut Pasteur parce que c'est quand même son domaine, donc c'est pasteur.fr. Ils ont beaucoup de choses sur le Covid-19 d'ailleurs, c'est assez intéressant. Alors j'ai assez confiance parce que vous savez que l'Institut Pasteur c'est un réseau mondial, hein. Vous avez un Institut Pasteur à Abidjan, vous en avez un à Dakar, vous en avez un peu partout en Afrique, vous en avez en Asie, vous en avez en France bien sûr.
Et c'est un réseau mondial, donc c'est particulièrement intéressant. Alors on reproche par contre de travailler sur des modèles mathématiques qui ont leur intérêt, qui ne sont pas suffisants, mais c'est aussi un tel réseau mondial où finalement ça peut être compensé du fait que les instituts Pasteur des autres pays sont quand même en contact avec la réalité. Je pense à Dakar, à Abidjan, ou etc. Même si nos scientifiques sont peut-être un peu trop théoriques ici. Le fait de travailler en réseau avec d'autres instituts Pasteur, je pense, va corriger un petit peu certains défauts. Je vous rappelle aussi que l'Institut Pasteur avait dit dès le départ qu'il n'y aurait pas, pour eux, ils ne voyaient pas un vaccin vraiment efficace avant 2021 ou 2022. Bon, il faut quand même reconnaître que ce sont des experts au niveau français, au niveau mondial. Donc voilà, ils savaient de quoi ils parlaient. Voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite pour donc l'autre thème sur les virus à ARN et sur les médicaments, le Ronapreve notamment, qu'on vient d'autoriser cette semaine en prévention, comme en curatif, pour les personnes chez qui le vaccin ne fonctionne pas ou qui ne peuvent pas être vaccinées du fait de leur état de santé. Voilà, je vous dis à tout de suite.